C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado techno du groupe Cogeco. Je peux-tu dire ça? Je pense que oui, C23, ça fait partie du groupe Cogeco. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna. Les petits oiseaux chantent. Il fait beau de mon côté. C'est moi qui te devance pour la météo. Écoute, c'était une semaine 4 saisons cette semaine. Il a fait soleil, il a fait chaud, il a fait froid, il a plu, il a neigé, il a grêlé. Il y en a eu pour tous les goûts. Un peu plus pour aller faire du ski. C'est quasiment... en tout cas, mais bon. Il joue au hockey en Floride en ce moment. On peut bien être jaloux. Hein? Et voilà, heureusement, moi, je peux toujours me faire un bon café chaud. Toi aussi, avec notre machine à café Jura E8 entièrement automatique. Tu vas vite, vas-y. Non, je suis de même, bang, je veux qu'on en parle parce qu'en ce moment, je suis en train de prendre un Americano. Tu pèses sur le bouton, tu as un Americano. J'aurais pu avoir un café au lait, j'aurais pu avoir un cappuccino, j'aurais pu avoir un latte macchiato. Avec un seul bouton, parce que la machine Jura E8 est entièrement automatique et transforme du café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou non, de ton choix, avec du lait ou pas, toujours avec un seul bouton. Il y a un affichage super simple qui permet de choisir ses boissons préférées avec la quantité précise qu'on veut de lait, de café ou d'eau. Le nettoyage est super simple avec un petit détergent avec des enzymes qui rend ça propre. C'est une compagnie suisse, ils aiment ça, la propreté. Jetez un coup d'œil aux machines chez Edica, leur salle de montre à Montréal. Vous allez être émerveillés. Prenez pas de café avant. Vous allez ressortir là en tremblant. Hyper c'est vraiment fun. Oui, effectivement. Jura 8, puis il y a aussi nos autres partenaires, TELUS, Plan Hub et, évidemment, je le répète, Jura. Oui, Plan Hub, en passant, on parlait l'autre jour d'appeler le 611 pour négocier son tarif cellulaire. Si vous voulez, c'est un conseil que me donnaient les gens de Plan Hub cette semaine. Avant d'appeler le 611, comparez vos forfaits sur Plan Hub. Et là, vous arrivez avec un argument « Hey, j'ai trouvé mieux chez un autre fournisseur ». Et généralement, c'est un bon moyen de retrouver un forfait moins cher. Donc, conseil, astuce à ce niveau-là, nécessairement. Parlant de forfait cellulaire, c'est drôle parce qu'on parle souvent des fournisseurs cellulaires et des nouveautés qu'ils offrent et des choses comme ça. Il y a une nouveauté assez étonnante de Bell cette semaine, en fait, ça a commencé cette semaine, qui va permettre aux membres Aéroplan, qui est le programme de fidélité d'Air Canada, d'envoyer des textos, des messages textes gratuitement à bord des avions qui ont du Wi-Fi, les avions d'Air Canada nécessairement, à partir des applications où on peut faire la messagerie Wi-Fi, là, donc Facebook Messenger, Apple Message par Google sur Android et WhatsApp. Donc, c'est quand même intéressant comme petite nouvelle. Je ne sais pas si... c'est drôle parce que j'ai publié la courte nouvelle sur le site de Branchez-vous, puis je l'ai partagée, puis je disais ce qui serait le fun, pour vrai, ce serait des frais d'itinérance réduits, parce que c'est là où, tu sais, quand on voyage, on veut utiliser son téléphone. Mais je pense que c'est une étape dans ce sens-là, peut-être un pas dans la bonne direction. Et d'offrir simplement les services de messagerie texte. C'est pas beaucoup de bandes passantes, fait qu'ils vont pas se ruiner avec ça. Tu peux pas regarder de vidéos YouTube, tu peux pas monopoliser. Moi, je vois des gens qui s'installent dans l'avion là, puis qui veulent regarder des vidéos YouTube. Oui, non, tu bouffes de la bande passante. Tandis qu'avec du texte, tu peux prévenir tes collègues qui étaient dans l'avion, tu peux prévenir que tu arrives, tu peux dire l'avion va se poser dans une demi-heure. C'est très, très chouette. Je trouve ça un beau service. Les avions Airbus d'Air Canada ont 2 niveaux de Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi pour... qu'on paye pour avoir ses courriels du web, et il y a une version plus élevée, probablement avec un meilleur débit pour justement diffuser de la vidéo, mais ça coûte cher pour les vols, c'est une entrée au cinéma. C'est un cinéma à 30 000 pieds dans les airs. Allez savoir. On peut pas se plaindre quand même. C'est quand même magique, hein? On vole dans les airs, puis on se plaint d'avoir à payer pour avoir du Wi-Fi. On n'aime pas ça payer, mais à un moment donné. Moi, j'ai toujours dit, ça me prend une machine à café. Là, on a une machine à café et du Wi-Fi, puis je peux travailler de partout, donc voilà. Un espresso en vol. Dans tous les avions Air Canada, puis je fais un business. C'est fantastique. Exactement. On va rentrer tout de suite dans le gras de l'actualité de la semaine. Pascal, si tu le permets, à rappeler rapidement en passant que l'actualité d'InfoBref, l'actualité d'une tasse de tech est présentée par InfoBref. Vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité? Abonnez-vous à l'infolette matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde, ça s'essaye gratuitement sur infobref.com. Allez voir ça. Ils ont aussi une balado et ils ont plein d'autres trucs le fun, dont une chronique techno le samedi que je me permets de faire, où on compare des produits dont vous ne pourriez vous passer. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez vous en passer, on ne peut pas faire la promotion de la surconsommation, mais c'est toujours des choix, si vous êtes à magazine dans ces créneaux-là, des choix intelligents et sensés. Tu es partout, Alain.
Parlant de petits projets, de petits produits de consommation sensée, c'est extrêmement populaire, hein, les petites boîtes Ouais. Android qu'on paie 200 et qu'on pense qu'on peut avoir 300 canaux dans le monde et que c'est pas un problème en aucun cas parce que nous, on s'en fout de la mécanique derrière. Tout ce qu'on veut, c'est de la télé IP sans payer Ouais, cher. ouais. Il y a une attrape plus importante que juste les signaux piratés, là. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent de ces petites boîtes-là, Mhm. puis elles sont moins chères que ça, hein. Il y en a en promotion, vraiment abordables, petites boîtes d'Android, des petites boîtes IPTV, comme on les appelle Exact. parfois. Ben non seulement le contenu qui est partagé par ces boîtes-là, c'est souvent du contenu piraté, du contenu illégal, on s'entend. Exact. Je pense pas que la police va courir chez vous parce que vous l'avez là, mais c'est quand même moralement douteux d'utiliser ces produits-là. Mhm. Et en plus, non seulement on va se retrouver avec un appareil qui a des logiciels malveillants directement de la boîte qui arrivent de l'usine, là. Oui. C'est pas parce qu'on a fait une mauvaise manipulation ou qu'on a cliqué au mauvais endroit. Simplement, tu arrives avec ta boîte. Ta boîte a des virus dedans directement de l'usine. C'est Mhm. des virus pour l'instant qui seraient de type clickbot, des virus qui cliquent sur des publicités ou des logiciels malveillants. Je pense que Ouais. virus, c'est Des plus zombies puis des trucs des ouais, il y malicieux, en là. a Mhm. plusieurs comme ça. C'est des logiciels pour l'instant qui vont cliquer sur des publicités à votre insu. Donc, ça va générer des revenus publicitaires frauduleux. C'est pas pour vous les revenus publicitaires, c'est pour les pirates qui gèrent le réseau de logiciels malicieux. Et c'est ça qui est le plus troublant, ce sont des logiciels qui communiquent régulièrement avec un serveur pour prendre des mises à jour. Peut-être même se mettre à jour pour avoir de nouvelles Donc, missions le de logiciel piratage. malicieux est plus à jour que le système de la boîte. Exactement. Et là, ça pourrait permettre à faire, par exemple, une semaine des attaques de déni de service, Mhm. saturer les serveurs de services qu'on veut. Ça pourrait servir à générer de la crypto-monnaie, donc ça consomme plus d'énergie, ça travaille fort en background. Les boîtes qui ont été trouvées, c'est des compagnies, c'est des modèles abordables de marque Allwinner et Rockchip. Ça se trouve sur Amazon sans problème. Ça vaut aussi, et ça c'est troublant comme nouvelle, ça vaut aussi pour certains téléphones Android. Il y a des firmes de sécurité qui ont révélé ça cette semaine. Les logiciels seraient infectés, encore une fois, dès que tu reçois. C'est un logiciel malicieux dans ce cas-ci qui s'appellerait Guerilla, qui peut injecter un virus dans des applications légitimes. Donc, Wow. tu as ton téléphone tout beau, tout neuf, tu installes des applications dessus, boum, ça s'infecte. Ça pourrait prendre tes communications et tout. Ça vient ça d'un rapport de Trend Micro, une firme de sécurité informatique, qui n'ont pas nommé la marque. Alors, je ne veux pas vous inquiéter, c'est probablement pas Samsung, c'est évidemment pas Apple, mais c'est peut-être des téléphones d'entrée de gamme qu'on trouve sur Android. C'est pas bon Et marché. je vous me permets là-dessus, il y a des gens qui vont dire oui, oui, mais j'ai installé un antivirus que j'ai trouvé qui me dit que ça va régler le problème. Il y a beaucoup d'antivirus de compagnies douteuses qui sont aussi des logiciels malicieux. Alors, vous pensez régler le problème et vous Mhm. empirez la situation avec des antivirus douteux. Gardez ça en tête. Quand on joue avec quand on tombe dans les zones grises et les zones noires du web, on risque de salir. C'est ça qu'il faut toujours se Mhm. dire. Même si c'est pas Exactement. illégal de consommer du contenu piraté, parce que c'est la loi qui est ainsi faite. Ce qui est illégal, Exactement. c'est la distribution commerciale à des fins commerciales. C'est pas légitime et c'est pas nécessairement propre comme activité. On n'aime pas ça. On parle beaucoup tu parlais de streaming, on parle beaucoup de stockage en nuage aussi constamment parce qu'évidemment, les gens c'est rendu de nos jours, on a 8 services différents de stockage de photos sur nos appareils téléphoniques. Quand on les active, tout part en vrille. Ça fait beaucoup de volume de contenu sur les infrastructures en nuage des grands fournisseurs. Et chez Google, on s'est posé la question, mon Dieu, comment optimiser cette situation pour récupérer une bonne partie de nos stockages en info nuagique? Sans que ça pénalise personne, ben, ils ont décidé de mettre une date d'expiration sur les comptes Google, tout simplement, hein. C'est une mesure assez draconienne quand on y pense, mais ça fait suite à ce qui avait déjà été annoncé en 2020 où on disait: «Ben, on va effacer le contenu des comptes inactifs». Là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va carrément effacer les comptes inactifs. Les comptes qui ne sont pas utilisés sur une période de 2 ans vont être effacés. Les Mmh. comptes Google, donc ça inclut les comptes Gmail, les comptes Google Photos, les comptes, pour les Google Docs, toute la patente. Évidemment, les comptes gratuits, les comptes pour lesquels les gens payent vont continuer à faire rentrer des sous chez Google. Ça, c'est pas un problème. Mais ça inclut effectivement, quand on efface ces comptes-là, le contenu qui se trouve sur les services Gmail, Google Photos et autres. Donc, vraiment, on efface complètement le contenu de ces comptes-là au bout de 2 ans d'inactivité. Donc, les gens qui... tu sais, des fois, on en connaît des gens qui ont plus qu'un compte Google pour plein de Oui. raisons, Ben souvent, oui. et parfois même, c'est qu'on oublie le mot de passe, donc on crée un autre compte à peu près similaire. On ne veut plus utiliser l'autre parce qu'on n'a plus le mot de passe.
On imagine que Google va faire beaucoup de ménage comme ça, mais si vous avez plusieurs comptes que vous utilisez plus ou moins, parce qu'il y en a un pour la job, un pour l'ancienne job, un pour la future job, je sais pas quoi, une pour l'école, un pour le personnel et ainsi de suite, c'est le moment peut-être aussi de faire du ménage parce que sinon Google vous surveille. Euh, Évidemment, l'objectif pour Google, c'est de faire de la place dans ses serveurs, mais il y a une leçon, et je ne sais pas si ça va faire école dans le reste de l'univers numérique, mais parce qu'on le sait, hein, tous les 3 mois, c'est la publication des résultats trimestriels, des résultats financiers des grands géants numériques. Et à tous les 3 mois, on se vante d'avoir 2 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards d'utilisateurs. Donc, on aime ces gros chiffres-là. On sait que c'est un problème chez Facebook, entre autres, là, la question des faux comptes, des comptes automatisés. C'est le cas aussi chez Twitter. D'ailleurs, c'est pour ça que Twitter est en train d'être varlopé par Elon Musk, parce qu'il veut éliminer ces comptes-là. Lui, il a trouvé une formule en disant payez pour votre compte, sinon on va l'effacer. Mais chez Google, on dit après 2 ans, on l'efface s'il ne bouge pas. Et peut-être que Facebook devrait aussi arriver avec une stratégie du genre pour éliminer tous ces comptes qui créent beaucoup de bruit sur Internet, qui congestionnent les réseaux, qui congestionnent aussi finalement les serveurs infonuagiques. Donc, voilà pour la leçon plus large. Mais concrètement, vérifiez votre compte Google, assurez-vous si vous en avez besoin ou si vous voulez ne pas perdre votre contenu, de le visiter au moins une fois tous les 24 mois. Mmh. Voilà. Petite note dans son agenda, chaque anniversaire, vérifier son compte. Allez, visitez Google. Moi, je pense aux gens qui sont... C'est drôle parce qu'un truc qui est flyé, c'est les gens qui décèdent. De plus en plus, avec le temps, il y a des gens qui décèdent. Chaque année, il y a un pourcentage de la population qui décède, qui ont des comptes Google, qui ont des... ça fait du stockage de données qui va rester là, mais ceux qui veulent garder le compte, les photos de quelqu'un qui est décédé, il va falloir penser à tous les 2 ans à cette personne-là pour se connecter au compte, et ainsi de suite. La succession numérique va être facilitée. C'est vrai, la semaine passée, on parlait de services dérivés de l'intelligence artificielle de Google, dont Med, comme il l'appelait, Med Llama, qui permet de scanner des rayons X, entre autres, de façon plus efficace et plus automatisée que ce que feraient des spécialistes, des humains. Et là, il y a la version musicale de ça qui est maintenant disponible, Pascal. Oui, c'est Music LM, c'est un service de Google qui est annoncé il y a quelque temps. Ils ont fait une démo de ça. On pouvait écouter quelques extraits de musique qui est générée avec l'intelligence artificielle générative. On tape quelques mots, on décrit le type de chanson qu'on veut entendre, une intro joyeuse et très dynamique pour une chronique de radio sur la technologie, par exemple. Et on nous en propose non pas une, mais 2. Et pourquoi on fait ça? Un, pour que tu puisses comparer, tu peux choisir celle que tu préfères et tu peux donner un petit trophée à celle que tu préfères, la petite musique que tu préfères. Et pourquoi on fait ça? Pour entraîner l'intelligence artificielle. C'est gratuit, mais on te dit, peux-tu en passant me donner ton feeling sur la version qui est meilleure? J'ai fait quelques essais, c'est assez rigolo, c'est assez inégal. Pour la musique techno, ça marche assez bien, c'est répétitif, des petits rythmes et tout. Quand tu veux quelque chose de plus funky ou avec... il faudrait peut-être que je décrive davantage qu'est-ce que je veux. À la manière de, peut-être? À la manière de, on peut pas. On peut pas avec des artistes connus. Et ça, c'est très drôle. J'ai demandé, par exemple, fais-moi David Bowie qui joue des maracas, fais-moi... et non, il dit, je peux pas faire ça. Quand tu lui demandes, pour l'instant, il permet pas de créer des trucs similaires à des artistes connus. En tout cas, ça semble être la contrainte. Il y a peut-être moyen de le contourner, mais c'est pour éviter, évidemment, une de leurs craintes, c'est qu'on serve de ça pour générer des copies, des fausses chansons d'artistes. Et puis de générer de l'argent avec ça. Tu sais que Spotify a eu des problèmes avec ça. Il y a de la fausse musique qui a été créée, générée par ordinateur, par intelligence artificielle. Spotify a dû retirer cette chanson-là de leur banque parce que c'était des robots qui les écoutaient. C'était des pour générer des clics et des revenus et encore une fois la même ils écoutaient peut-être votre petite boîte de télé là, peut-être qu'elle écoutait des chansons sur Spotify pour générer des revenus publicitaires à des robots qui ont créé des chansons artificiellement. C'est assez fou. Le service est encore créé, le service Music LM de Google. On peut s'inscrire, c'est gratuit. Ça fait des petits clips de 20 secondes, je l'ai mentionné, donc on ne peut pas encore choisir quelque chose d'une vraie chanson complète. Même si ça annonce pour une balado comme la nôtre, on pourrait rafraîchir notre musique. Notre thème. Écoute, j'ai essayé, j'aurais aimé te proposer quelque chose. J'ai pas trouvé quelque chose de très satisfaisant encore, peut-être qu'en le faisant faire. Je sais que Google, un des problèmes, c'était de se demander comment monétiser tout ça. Parce que ne veut pas générer de la musique, ça coûte des sous, on les stocke pas, les chansons qu'on crée, il faut les sauvegarder si on veut les revoir, les réutiliser. Bien de voir qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans. Ils vont peut-être avoir un service payant qui va permettre de dire, écoute, tu veux quelque chose, décris-le, ça te coûte tant.
Dans 20 ans, Un selon abonnement moi, je pense que mensuel. d'ici 5 ans, on va avoir un service musical par abonnement qui va générer la musique, de la nouvelle musique sans arrêt basée sur les artistes qu'on a le goût d'entendre. Exactement, je pense au Ça s'en vient, service, ça la musique existe. «d'ascenseur» entre guillemets, là. Ah, ça aussi, ben Plutôt que oui. oui, Ouais, plutôt oui. que d'avoir de la musique, connue, tu veux une musique «d'ascenseur» entre guillemets qui jamais la même exactement, parce qu'on est même les boucles de quelques heures de musique dans les magasins, dans les boutiques. Tu travailles dans une boutique, 8 heures par jour, tu entends la même musique, à un moment donné, tu Les la 8 chansons de boucles, Noël là, qui jouent durant le temps et des fêtes c'est dans les ça, épiceries tu du les Québec, entends? oui, oui, ça serait effectivement, une bonne Imagine que idée. tu puisses générer quelque chose constamment, évolutif, en fonction de tes envies et tout, ça peut Peut-être être qu'on très, devrait très, très partir fun. une business, petit truc pour arrondir les fins de mois, Pascal, dans le secteur musical. Mais c'est le service, et là, le nom va m'échapper juste parce que j'en parle, mais il y a une entreprise qui promet de générer une radio entièrement par l'intelligence Ben oui, artificielle. ben Donc, c'est carrément, dis-nous, t'es où, dis-nous le style que tu veux, et tu as des animateurs virtuels qui vont aller fouiller sur Internet les résultats, la météo, ils vont aller fouiller les résultats du sport, les résultats de la loterie, ils vont aller chercher ça, puis il y a un animateur, une voix de robot, ça s'en vient. mais qui sont parfaitement naturels maintenant, qui vont dire hey, bonjour Montréal, bonjour Gaspésie, bonjour Chicoutimi. Aujourd'hui, on parle de ça sur Twitter, blablabla, blablabla. Et ça part de la musique de ton choix en fonction de tes préférences, qui pourrait Mmh. être de la musique générée par ordinateur. J'en parle un petit peu dans le devoir lundi, ChatGPT a maintenant des plugins, des Oui. logiciels et c'est un peu ça, c'est que ça permet d'utiliser la mécanique derrière ChatGPT pour faire des choses automatisées. Aller chercher une banque, d'informations, de la météo, des trucs d'actualité, ça peut me permettre de créer des systèmes automatisés effectivement. Ouais. C'est drôle parce on a parlé de Google, on parle de Facebook. Les grands technos sont dans l'intelligence artificielle à fond de train et une entreprise dont on entend très peu parler dans ce créneau-là, c'est Apple qui, tout d'un coup, ben, évidemment, ils ont leur truc là. Apparemment, dans 2 semaines, on va parler de réalité virtuelle avec eux. D'ailleurs, on va en parler Mhm. dans le deuxième segment de cette notion de la popularité du Mhm. métavers. Mais, entre-temps, ils ont fait une petite annonce cette semaine qui est quand même, assez intéressante parce qu'elle touche le quotidien des gens peut-être de façon plus sérieuse. Apple qui est très axé sur l'accessibilité depuis quelques mois, peut-être un peu à l'image de ce que fait Microsoft et de Oui. ce que fait aussi Sony, en fait, récemment. Google en a fait pas mal aussi. Trouver des façons de rendre leurs appareils électroniques plus accessibles, ce qui est normal parce que les outils existent, la technologie est là, il faut juste la mettre en application. Et Apple, donc, a annoncé la création ou le lancement de 3 nouvelles fonctions d'accessibilité sur son iPhone qui vont être lancées dans une mise à jour à l'avenir dans les prochaines semaines, sans doute quelques jours après la fameuse conférence WWDC là, qui va être au début juin à Cupertino. Les 3 fonctions en question permettent évidemment de rendre plus facile l'utilisation de l'iPhone pour des gens qui ont certains handicaps. Euh, le premier, ça s'appelle le Live Speech. C'est une fonction qui permet d'enregistrer à l'avance une série de phrases assez courantes là, qu'on utilise nous-mêmes couramment et Mhm. qu'on pourra ensuite utiliser, donc faire jouer au moment opportun pour intervenir plus rapidement, par exemple dans un appel vidéo de groupe. Tu sais, des gens, des fois, on est un petit peu on a la misère à formuler des phrases, même les gens qui sont juste gênés, en fait, ou qui ont de la difficulté avec le langage peuvent préenregistrer des phrases clés, genre je m'objecte, objection, tu sais, comme le François Pérusse. Remboursé! Et sans doute des phrases plus sérieuses aussi, mais c'est une fonction assez intéressante. La deuxième fonction est peut-être la plus, je veux dire, audacieuse de certaine façon. Ça s'appelle Oui. Personal Voice. C'est une fonction qui, l'appareil, le téléphone va demander à l'utilisateur de répéter à l'oral une série d'expressions pour créer un modèle de sa voix. Ça prend 15 minutes et c'est pas exactement une série, là, mais c'est un synthétiseur de voix sur l'appareil qui ensuite va être utilisé par le téléphone pour lire du texte. Donc, synthétiser la voix de quelqu'un qui aurait un problème de voix ou qui a une maladie ou un handicap qui va affecter à terme sa capacité de s'exprimer à l'oral. Donc ça, Mhm. c'est une fonction qui est un peu préventive parce qu'on peut préenregistrer ensuite, on tape du texte et automatiquement, c'est comme si on parlait. On pourrait être l'émule de Stephen Hawking, par exemple, mais en version pas mal plus fun à écouter Oui. probablement sur la qualité du synthétiseur vocal, parce que ça, l'outil qu'utilisait Hawking était peut-être un petit peu daté un peu, là, mais on a vraiment fait des progrès de ce côté-là. Et ça, c'est sur iPhone. Et la troisième fonction, ça s'appelle le mode de détection. Évidemment, c'est en anglais, donc c'est le Detection Mode. Ça permet aux gens là, qui ont un trouble de la vision d'utiliser leur téléphone pour identifier des objets qui se trouvent autour d'eux. Des objets, mais aussi des gens, parce qu'on peut, à partir de l'appareil photo, là, faire, dans le fond, identifier par l'appareil ce qui est autour de nous. On peut aussi reconnaître où sont les portes et si elles sont fermées ou ouvertes, ce qui est pratique là, quand on veut quitter une pièce et qu'on on a de la misère à identifier en situation sombre ou peu importe là, la nature de la porte. La reconnaissance d'image va aussi permettre de repérer des objets à proximité. S'ils sont identifiés, c'est écrit dessus, ceci est une peine de lait, mais on va reconnaître la peine de lait, mais il va aussi avoir de la Danger reconnaissance mort, visuelle la d'objets. tête de mort sur
Ou le lait qui a du verre dessus va être identifié comme Ah oui, meh. sans doute. On pourrait faire un gag et dire que si les joueurs étoiles des Maple Leafs de Toronto ont leur face sur une pinte de lait parce qu'ils ne se sont pas présentés depuis quelques semaines dans les séries de la Gazette de hockey, Oh, ça, peut-être c'est qu'ils une vont blague être de reconnus sport à par l'arrêt. l'iPhone. Ah, Voilà, gag voilà. sportif ici, je ne le fais pas Ben souvent, mais oui, c'en est puis un. ce mode de détection-là va peut-être permettre de diminuer l'application Be My Eyes qui permet aux gens handicapés visuels de pointer, de demander à des gens dans le monde, des Oui. vrais humains, Mhm. de leur dire qu'est-ce qu'il y a devant eux. Et la personne qui a un handicap visuel peut pointer son téléphone et dire, écoute, que la chaussette est-elle verte ou rouge? Oui, Quelqu'un qui exactement, est tu as handicapé raison. C'est vrai, on en va avait voir. parlé il y a quelques semaines, effectivement. Puis, je vais aller plus loin, mais si un jour on voit des lunettes de réalité augmentée signées Apple, hein, cette Oh oui, qui s'en fonction-là viennent de détection, bientôt. de reconnaissance dans l'image d'objets, ça va devenir un compagnon, c'est sûr qu'il va avoir une fonction-là. Ce serait même un peu weird que ça n'existe pas. Éventuellement, si les fameuses lunettes, parce que ça reste que des rumeurs pour l'instant, mais si elles voient le jour, ben, les gens Mhm. vont peut-être mieux voir grâce à ces lunettes-là. À suivre, c'est une mise à jour au cours de l'été. On les annonce sans doute peut-être parce qu'il va y avoir plus de choses annoncées autour de ça, mais c'est une façon d'alerter les gens à l'existence de ces choses-là qui s'en viennent Mhm. bientôt. Ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine, Pascal. On va prendre une petite courte pause et je pense qu'après la pause, on va parler de l'existence ou pas du métavers en 2023 parce que c'est un buzzword. On en parlait toutes les 3 secondes l'année passée. Là, de quoi on n'entend plus parler? Mhm. J'ai peut-être une ou deux idées pourquoi. Restez avec nous, on Tellement, revient et on en parle. tellement 2022, le métavers. Ah, écoute, faut être de son temps. Donc, bougez pas, on revient à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. On va parler des choses sérieuses dans ce segment, deuxième segment de la balado. En fait, j'ai appris l'autre jour qu'une balado, c'est la série. Donc, une tasse de tech, c'est une balado. Et qu'un balado, c'est l'épisode dans lequel on se trouve. Donc, nous sommes présentement dans le balado de la semaine de la balado, une tasse de tech. Oh, bon sang. Prenez des notes, les amis. C'est comme ça que ça marche dans la langue française. Il y a Merci, aussi Office il de y a langue pas beaucoup de française. mots qui se disent, qui sont à la fois singuliers, pas singuliers, mais qui sont à la fois féminins et masculins. Un autre mot qui me vient à l'esprit, et là je vais être un petit peu poétique l'espace d'une seconde, c'est le mot amour. Amour. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Je sors ma Mhm. guitare. Mhm. Mais J'ai mes un premières amour. amours furent. Donc au pluriel, c'est féminin, puis au singulier, c'est masculin. Il n'y a pas orgue aussi? Il me semble Ah, que, écoute, un orgue, on le une orgue. vérifiera après. Il me semble qu'il y a quelque chose, il me semble qu'il y a une nuance là-dessus, sans compter tous les mots qui sont invariables Ah ou oui, mais ça, variables en c'est une autre fonction des direction, mais humeurs. effectivement, mais bon, Faudrait que bref. je Tout ça pour tape. dire que Écoute, balado et balado peuvent vouloir dire deux choses différentes selon le contexte. masculin ou féminin, au singulier orgue et masculin, en ancien français, le nom avait les deux genres, Ah bien bon? qu'il était plus souvent employé au féminin. Écoute, je regarde les premières lignes, là, merci Google, Ben dans oui. l'Office Ça vaut pour orgue, mais ça vaut pas nécessairement pour Wikipédia. avion et ce genre de choses. Parce que les gens se disent, hey, regarde une belle avion dans le ciel. Non, Une non, équipe. non. Moi, j'entends souvent une équipe. Ah, ça c'est bien. Ça, Ouais, c'est étonnant, en une fait. équipe de hockey. Faut se tromper solide pour dire une équipe, me semble, mais c'est pas. Ouais, je sais. Bon. Écoute, on parle de Parlant de choses de métavers, gens qui se Alain. trompent des fois, Revenons c'est ça, aux le choses, lien, Pascal. les Les choses gens qui se trompent. concrètes. J'ai fait un papier dans le Devoir la semaine dernière où j'annonçais la mort du métavers. Et ça a suscité une certaine réaction parce qu'il existe une économie du métavers qui est un peu bourgeonnante, émergente, naissante, un petit peu partout, incluant à Montréal, parce qu'il y a des gens qui croient dans le développement des technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte, ce qui est tout à fait valable et ce qui va continuer d'exister aussi. Mais le terme métavers était sur toutes les langues l'année dernière, était sur toutes les langues en 2021, et il y avait une raison très simple, c'était le terme utilisé par Facebook, qui est devenu Meta, Oui. pour ça, Oui. pour parler de son univers de réalité virtuelle. Ils ont lancé un paquet d'applications. Ils ont dit on va investir à peu près 10% de notre chiffre d'affaires dans le métavers jusqu'en 2030. Et jusqu'à date, c'est 32 milliards de dollars américains donc, qui ont été investis là-dedans. Et il était supposé avoir cet été un nouveau casque Oculus plus abordable que le dernier, avec peut-être un mix de réalité augmentée et virtuelle. Et là, au mois de mars, Facebook a mis 25% de ses gens à pied et on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais zéro du métavers. Donc, ce qu'on sent,
c'est que cette notion-là du métavers est mise à mal. Je ne suis pas le seul. Il y a bien j'ai des homologues américains, entre autres dans les technologies, qui suivent aussi le même beat que nous, Pascal, qui ont écrit la même chose là, dans les derniers jours. Oui. On sent que c'est agonisant si c'est pas mort, le métavers. Ça n'enlève rien aux technologies qui existent et qui sont viables, n'est-ce pas? Mais ça enlève le buzz. C'est une belle illustration, en fait, en accéléré de tout ce qui est ce fameux cycle de hype, le hype cycle en anglais, qu'on peut traduire par cycle d'engouement, où on a vraiment vu rapidement un engouement généré par une très grande entreprise, et ensuite la ballonne est un peu éclatée. Et ça crée évidemment, ça enlève le buzz, donc ça crée de l'espace pour les gens qui développent des technologies viables. Et ce qui est intéressant, c'est que en exposant cette situation-là, ce qu'on a entendu, la réaction de bien des gens, c'est « Ah, ne vous en faites pas, Apple va arriver avec ses lunettes dans 2 semaines et ça va relancer, ça va cimenter une fois pour toutes le créneau du métavers. » Là-dessus, moi, j'ai 2 choses à dire pour faire avancer la conversation. La première, c'est que Apple, quand ils rentrent dans un marché, ils entrent dans un marché qui est émergent. Les fois où Apple a connu du succès en investissant dans des nouveaux créneaux, c'est des créneaux qui étaient en croissance naissante, mais en croissance soutenue. Je ne sais pas si le métavers est en croissance au niveau populaire, au niveau grand public, sinon qu'il est vraiment juste en croissance parce que les grandes entreprises investissaient massivement pendant 1 an ou 2. Ça, moi, c'est le doute que je laisserais planer là-dessus. Oui. La deuxième affaire, c'est que si Apple lance ses lunettes, ces fameuses lunettes de Reality OS, telles que la rumeur l'a dit depuis quelques semaines, et ça arriverait le 5 juin, en tout cas, ça serait dévoilé le 5 juin pour une mise en marché peut-être éventuelle. Je suis pas mal certain qu'on n'entendra jamais le mot métavers, ou en tout cas en anglais metaverse, et qu'on va inventer une nouvelle expression ou qu'on va utiliser une autre expression parce que c'est sûr qu'on ne voudra pas donner un petit peu de publicité à Facebook, qui est essentiellement le concurrent d'Apple à bien des égards. Donc, je pense qu'on peut de façon assez sécuritaire dire que le métavers est mort, mais qu'il va y avoir un nouveau métavers qui va probablement en émerger ensuite. Cela dit, parce que j'apporte une autre nuance à ça, Meta n'arrête pas nécessairement de croire dans le métavers, même si on n'en parle plus vraiment, même si on a focusé ailleurs, parce que là, ce qu'on a voulu faire, évidemment, parce que la situation financière de Facebook est un peu plus complexe depuis au moins 1 an et demi. On a voulu évidemment parler d'intelligence artificielle parce que c'est là où on voit vraiment du potentiel de croissance rapidement. Ça a rassuré les investisseurs. L'action de Facebook ou de Meta a évidemment pris du volume depuis ce temps-là. Et ce qu'on dit, c'est que malgré tout, on continue de croire que d'ici 2035, donc dans 10-12 ans, le métavers, ou en tout cas ce qui va s'appeler quelque chose à partir de l'année prochaine, pourrait avoir une valeur de 760 milliards de dollars américains en termes de marché. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. Mais ça, c'est ce qu'on a dit de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on a dit des ordinateurs personnels à une époque, c'est ce qu'on a dit de tous les marchés émergents. Au début, on dit, ben non, c'est qui avait dit on allait avoir 40 ordinateurs dans le monde, ça allait être suffisant. Il y en a des milliards maintenant. Mais la question que je me demande, moi, c'est Apple qui devrait lancer ses lunettes de réalité augmentée. Puis comme tu le dis, évidemment, Apple va arriver avec une solution magique pour régler tout ça, va nous faire découvrir, va inventer la réalité virtuelle le 5 juin, puisqu'on va oublier tout ce qui a été fait avant, quand Apple arrive avec des technologies que les autres iPhone qui a créé le téléphone intelligent, ben oui, tout le monde sait ça. Il n'y avait pas du tout de BlackBerry ou de Palm avant ça, non? Non, ça n'existait pas. Mais évidemment, pour ça, il y avait raison, Apple. Ils ont quand même trouvé la formule des téléphones. Ça, c'est ils ont fait des très, très, très belles choses, mais souvent, ils ont repris, quand ils sont arrivés avec un écran, par exemple, OLED. Ça faisait des années que Samsung et compagnie avaient des écrans OLED. La recharge sans fil, ça faisait des années que les concurrents avaient des recharges sans fil, et ainsi de suite. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont arriver avec un modèle d'affaires intéressant? Combien va coûter leur casque? Ça va être quelque chose qui va démocratiser, qui va rendre ça. Apple n'est pas connu pour ses produits pas chers, alors j'en doute fortement. Mais est-ce qu'ils vont avoir un modèle d'affaires le fun? Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose? Est-ce qu'ils vont avoir une killer app? Exact. De la réalité virtuelle? Je pense que tu mets le doigt dessus. Et c'est ce que Meta ou Facebook, en tout cas, n'a pas réussi à faire. C'est d'arriver avec un environnement ou une application qui attire les gens en grand nombre. Je pense que l'application, c'était le fameux Horizon World, là, qui est une espèce d'environnement de travail en réalité virtuelle, qui devait aussi être un environnement pour socialiser en réalité virtuelle. Et ça n'a clairement jamais fonctionné au niveau où on l'espérait. Les fameux avatars avec des jambes et tout ça, ça a été un paquet de troubles. Ça a vraiment été mal ficelé. Sans doute que si Apple lance son application, son environnement, il va y avoir une espèce d'application qu'on voudrait présenter comme le killer app. C'est une situation intéressante parce que quand Apple a lancé son Apple Watch,
c'est un peu la même chose, hein. Le marché de la montre connectée était émergent, mais il n'était pas nécessairement, c'était pas un succès, garanti. Et ce qu'on voit aujourd'hui, après plusieurs années, c'est qu'Apple a poussé fort et a son petit écosystème de la montre connectée, qui est un écosystème plus axé sur la santé connectée, mais il y a pas grand-chose autour de ça à part Apple dans ce créneau-là. Donc, est-ce qu'on va créer Ouais. encore une espèce de sous-division chez Apple qui sera relativement niché et qui va rester dans le giron d'Apple, qui ne créera pas un environnement plus large comme c'est arrivé dans la téléphonie intelligente? Ça va être intéressant de suivre parce que c'est pas garanti, parce que comme tu le dis, ce qui a fait aussi que l'iPhone a décollé, c'est l'App Store et c'est, tu sais, Angry Birds, c'est une poignée d'applications mobiles qui ont Oui. attiré les gens en très grand nombre et Oui. c'est ce qu'on n'a pas vu avec le métavers de Meta. Donc ça va être à suivre, cette histoire-là. J'ai hâte de voir si les rumeurs vont se confirmer au lancement à la conférence d'Apple le 5 juin. J'ai bien hâte de voir. Puis je me permets une dernière observation. J'ai fait l'essai du Meta Quest Pro C'est vrai. pour faire une rencontre virtuelle. J'ai fait une rencontre virtuelle avec quelqu'un et j'ai trouvé ça tellement le fun. Sérieusement. Tu sais, le son est immersif. Tu as l'impression que la personne est à côté de toi, même si elle est l'autre bout du monde. Tu es dans un beau chalet au sommet d'une montagne, un beau décor, l'éclairage est parfait. Tu as un beau tableau blanc qui te permet d'interagir avec quelqu'un dans une salle virtuelle. Et je me dis, encore une fois, c'est quelque chose de business, c'est quelque chose d'affaires pour la plupart des gens. Ou peut-être des salles de classe virtuelles et tout, mais Apple n'est pas connu pour ses applications professionnelles. J'ai C'est bien vrai. hâte de voir comment on va pouvoir, qu'est-ce qui vont arriver, tout ça, parce que j'y crois au potentiel de la réalité virtuelle, du côté immersif, mais il faut l'essayer, Ouais. faut le vivre pour comprendre que dans une organisation où tu fais des rencontres à distance, tu enfiles ton casque, au lieu de regarder quelqu'un sur un écran, tu es à côté. Ben, espérons que c'est plus de la réalité augmentée aussi parce que l'usage, au-delà du salon ou d'une pièce réservée, de la réalité Oui, virtuelle est très limité. Mais la réalité augmentée, quand on peut voir à travers ses lunettes où on s'en va, oui, ça crée une dimension oui. différente parce qu'on peut augmenter le monde d'informations qui vient d'Internet et c'est probablement que ça va être ça la clé, mais est-ce que c'est ça qu'on va voir? C'est une excellente Est-ce que c'est question. ça qu'on va voir? Et là encore, Apple Mmh. n'est pas nécessairement, c'est pas Google Maps. Ils ont fait des gros progrès, mais ils ont un peu de retard par rapport à Google. Ils Mmh. n'ont pas nécessairement l'intelligence artificielle de Google, ils n'ont pas l'intelligence artificielle de Microsoft. Alors, Siri, on s'entend comme assistant, c'est bien, mais il est un petit peu en retard par rapport à l'assistant Google ou même Ouais, l'assistant d'Amazon, à Alexa. J'ai hâte de voir. Je suis très, à très suivre. curieux, Ben oui, de parce que voir ça comment ça va. si on se fie encore une fois aux rumeurs, Apple en a pour 3 ans avant de vraiment arriver avec une stratégie complète. Donc peut-être qu'on va lancer un produit pour intéresser une très petite clientèle de bêta ou de gens qui sont pressés d'adopter, puis ensuite on va élargir à partir de là, mais à suivre donc. Le succès n'est pas garanti et clairement ce que Meta, hein, nous prouve, c'est que le métavers de Meta, encore une fois, lui, il est probablement, s'il est pas mort, il est agonisant. J'ai hâte de voir comment ils vont rebondir ensuite, Ouais. pour la prochaine, la suite de cette histoire-là. Ça fait le tour de la question, les amis. C'était comme notre pause éditoriale de la semaine. On va prendre une pause tout court de quelques secondes et on revient avec nos tests produits. Je vais vous en montrer un, puis il est assez pesant. J'ai ça, moi. Vous êtes, c'est quoi Oui. ça? Est-ce que c'est Oh, une... Je vous dis pas c'est quoi, on en reparle tout de oui, je suite vous montre le mien aussi après la pour ceux pause. qui nous regardent sur YouTube. Exactement. Restez avec nous, on en parle tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech édition 4 saisons. On le disait cette semaine, il a fait une météo typique de toute l'année, dans le fond, 12 mois en 3 jours. Et c'est le moment de l'émission où on se gâte, on parle de nos gadgets Mhm. les plus intéressants du moment. Et toi, tu as une montre qui me rend un peu jaloux, là, la G-Shock. C'est une gamme de montres assez le fun. Parle-nous un peu de ce que tu as. Le nom de produit est assez compliqué, je vais te laisser le Ouais. prononcer. Écoute, c'est un peu comme Sony, les noms de produits sont pas super sexy du côté de Casio. C'est la Mhm. G-Shock Move GBD H2000 et j'ai le modèle jaune, le IA9. Voilà. Le modèle avec le bracelet jaune que j'ai choisi pour sa flamboyance. On sait que les montres G-Shock, c'est des montres costaudes. C'est une grosse montre au poignet, là. J'ai l'air de rien, là. J'ai un gros poignet Mhm. et la montre est costaude dessus. C'est une montre qui est connectée. C'est pas qu'une montre G-Shock standard qui a une résistance au choc à toute épreuve. Il y a une espèce de coque autour qui est vraiment à peu près indestructible. J'ai pas eu du plaisir à tenter de la détruire, mais tu peux l'échapper, la cogner. Elle a une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. OK. Donc, c'est quand même, tu n'as pas trop d'inquiétude si tu te baignes avec, si tu nages avec, si tu prends ta douche avec.
Elle est connectée et c'est ça qui est fantastique. Ça permet de la comparer peut-être à la Apple Watch, ça permet de la comparer à la montre Google, ça permet de la comparer à d'autres montres sportives en général. Et là-dessus, je suis assez content, même si, attention, précipitez-vous pas. Si vous êtes des amateurs de Polar, si vous êtes des amateurs même de Fitbit, vous allez être un peu déçus parce que les fonctions sont limitées. La Casio n'est pas réputée pour la qualité, la constance de son application. Premièrement, avec la montre, qui a un GPS intégré, fantastique, moniteur de la pression atmosphérique, peut nous prévenir automatiquement s'il y a une chute de pression importante. C'est vraiment une montre là, faite pour les baroudeurs. Là. C'est une montre pour aller en camping, en expédition. S'il y a quelque chose qui se passe, ta montre va te prévenir. Il y a une boussole qui est intégrée qui va te permettre de... Puis c'est une boussole électronique, là. C'est pas une boussole avec un petit cadran dedans. Ça va permettre de mesurer ton rythme cardiaque aussi, la mesure de ton oxygène dans le sang, la durée du sommeil, les fonctions de base sont là, mais l'application est assez limitée. Au niveau des choix de sport, par exemple, si tu veux mesurer une course, tu peux choisir ta course en sentier. Non, en chantant, t'allais dire, hein, t'avais le goût de courir en chantant. En chantant, tu peux courir en chantant, en chantier. Petit coquin. Tu peux nager en piscine ou à l'extérieur, donc ça va mesurer ta position, la marche, le vélo, la course en sentier, je l'ai mentionné, le gym, ou encore un interval timer. Tu n'as pas 30, 40, 50 sports comme sur d'autres montres. Ouais. Ce que ça va faire, ça va enregistrer tes données, ça va le faire apparaître dans ce qu'il appelle le life log. Assez basique, tu vois ta course, tu vois le trajet sur une carte, tu peux revoir les moments de ta course. La position peut être mesurée en 3D. Okay. Donc, j'ai trouvé ça très drôle en pour hauteur quelqu'un aussi? qui court en montagne, en altitude, qui fait une randonnée. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est une montre qui a un système de charge hybride. Et ça, je trouve ça fantastique. La montre va toujours afficher l'heure. Il va toujours te donner les fonctions de base, même si elle est déchargée. Ah Du bon? moment que tu as un peu de soleil dessus, tu vas pouvoir voir l'heure. Et ça a l'air idiot comme fonction, mais tu dis comment ça se fait qu'une Apple Watch, comment ça se fait qu'une montre Pixel, comment ça se fait qu'une montre Fitbit. Moi, j'ai déjà couru, tu pars pour courir le matin, puis ta montre, elle flanche, tu vois plus l'heure, tu n'as plus d'idée, tu n'as plus de chronomètre, tu n'as plus rien. Et donc, avec son système hybride de recharge, tu vas avoir besoin de la charger par USB une fois de temps en temps. Écoute, la montre a pris plus d'1 mois avant qu'elle ne se décharge, mais elle continuait de fonctionner, continuait de voir l'heure. C'est un affichage LCD, c'est pas un affichage tactile. On touche des boutons qui sont super précis. Les gens, pourquoi des boutons, pas un écran tactile? Ben, quand tu cours, quand tu es en action, quand tu as des gants, quand tu as des manches qui sont moindrement humides, ça peut toucher et ça fait déraper le système des fois, effectivement. Et donc, quand tu as un peu de mémoire, quand tu es familier avec la montre, tu peux déclencher le chronomètre, la minuterie, tu peux déclencher une fonction rapidement avec précision sans avoir besoin de bidouiller avec ton affichage tactile. J'adore ça. Et le contraste de l'affichage LCD est absolument hallucinant en plein soleil. C'est comme du papier. Plus il y a de soleil, plus tu vois bien ton affichage. J'adore ça. Si on veut, on peut activer un petit éclairage pour le soir. Ça, évidemment, c'est moins... Le soir, on ne voit rien. Il faut appuyer sur le bouton, mais c'est déjà beaucoup. L'autonomie est excellente. La pile se recharge par le soleil. Encore une fois, tu n'as pas toutes les fonctions avancées, mais au moins, tu as l'heure, tu as le chronomètre, tu as les fonctions de base. Je trouve ça très, très cool. C'est 500 $. C'est une montre qui est très stylée. On voit que c'est très lifestyle dans l'application. La première chose qu'on voit, là, c'est un affichage qui te montre les autres montres G-Shock. Fait qu'on ne te dit pas, voici ce que tu as fait aujourd'hui, voici ton activité et tout. Non, il faut que tu fouilles un peu dans l'application. Ce qu'on te montre en premier, c'est voici nos derniers modèles. Ah oui. Vraiment le fun. C'est une montre, la G-Shock Move GBD H2000. C'est la deuxième version. Il y avait une H1000, si je ne me trompe pas, qui était plus grosse, moins d'autonomie. Celle-là est vraiment améliorée. Je répète, là, ma feature préférée, c'est qu'on va toujours pouvoir voir l'heure avec, même si on n'a pas accès aux fonctions avancées. Très, très, très bonne montre. Si vous pensez partir en forêt, si vous faites des expéditions... Oui, du si camping, vous allez... ben oui, de la pêche, n'importe quoi, du canot. Oui, absolument. Elle va marcher pendant des semaines. Vous allez toujours avoir l'heure, même si vous n'avez pas vos fonctions avancées. Et elle est à peu près indestructible. Alors moi, je l'emmènerais à des endroits où je n'oserais pas emmener une montre plus délicate, disons. Bon point. Bien vu. Merci, Pascal. De mon côté, j'ai un gros engin, là, un gros produit qui a été présenté il y a à peu près 1 mois, je pense. C'était fin avril, quelque chose comme ça au Canada. On l'a vu, on en a parlé aux États-Unis un peu plus aussi. C'est le Sonos Era 300. C'est une enceinte connectée qui a été présentée
à mon grand dam, mais probablement aussi au grand dam de bien des gens et de Sonos surtout, un mois ou peut-être un mois et demi trop tard parce que entre-temps, Apple a lancé son HomePod de deuxième génération, la grosse enceinte connectée d'Apple, et il présentait ça comme la nouveauté avec le son spécialisé et une meilleure richesse sonore et quelques gadgets de domotique intégrés. Et à ce moment-là, le HomePod était une belle offre, mais quand on met les deux côte à côte, on se rend compte que Sonos ont vraiment un produit supérieur au HomePod avec le Era 300. Je vais vous le dire tout de suite, le HomePod est 400 $, déjà, c'est pas donné, donc je ne sais pas si vous avez retenu vos sous, vous n'allez pas aimer le Sonos Era 300 parce que lui, il est 560 $. C'est extrêmement cher pour un haut-parleur, soit connecté ou pas, là, je veux dire, il pourrait avoir des jambes et se promener dans la maison, ça serait quand même assez cher. Mais ce qu'elle offre pour le prix, c'est certainement un des meilleurs ensembles de fonctions musicales, sonores, et peut-être aussi un peu de connectique, là, toutes marques confondues d'enceintes connectées. On parle d'un appareil qui a fait aussi dans le son spécialisé. Évidemment, il est compatible avec le standard Dolby Atmos, qui permet d'écouter de la vidéo, parce que certaines, je pense Netflix, entre autres, diffusent en son Atmos spatialisé. On peut écouter de la musique spatialisée aussi. Évidemment, il faut en trouver. Ce qui est intéressant et ce qui permet de faire une comparaison facile avec le HomePod, c'est qu'on peut écouter du son, de la musique spatialisée sur un Sonos Era 300 à partir d'Apple Music dans l'application Sonos. Donc, on utilise la même source qu'Apple pour jouer sur une enceinte rivale à celle d'Apple, donc c'est quand même assez intéressant. Évidemment, tout passe par l'application Sonos pour contrôler l'appareil. Ça, c'est un plus et un moins en même temps parce qu'on peut, dans l'application, créer des profils d'utilisateurs différents pour la famille, avec des comptes musicaux différents, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, il y en a d'autres. L'enceinte se connecte au Wi-Fi de la maison pour aller chercher de la musique en ligne. On peut la jumeler avec Bluetooth à un appareil personnel pour diffuser sa propre musique. On peut pousser du son de meilleure qualité à travers le protocole AirPlay 2, qui est le protocole de diffusion qu'utilise Apple pour, si par exemple vous avez un iPad ou un iPhone et vous voulez pousser de la musique, vous pouvez le faire avec AirPlay 2. Et si vous avez un appareil incapable de se connecter sans fil, il y a une entrée audio aussi. Un beau vieux jack audio, comme ils disent en anglais, ou comme disent les Français d'ailleurs. Donc, ça rend vraiment l'appareil extrêmement polyvalent. Il n'y a à peu près aucune façon qu'on peut ne pas jouer de la musique sur l'appareil. Ça, c'est pas un problème. Il y a sur le dessus il y a une très petite surface tactile avec 4 commandes différentes. Moi, je la trouve un peu capricieuse. C'est pas, de toute façon, on l'installe l'enceinte généralement un endroit où on ne va pas s'asseoir. Là, on l'installe un peu plus loin parce que c'est un peu superflu. Donc, on utilise très peu la surface tactile, mais elle est là. L'appareil, quand on le configure, optimise son son automatiquement. Ils ont un protocole Sonos qui s'appelle TruePlay qui permet de maximiser l'égalisateur sonore en fonction de la pièce. Mais on peut aussi ajuster les basses et les aigus selon notre goût, nos préférences personnelles. Donc, si on veut une basse riche et enveloppante, on peut tricher puis la booster. Chose que Apple n'aime pas faire ou n'aime pas offrir à ses clients, ceux qui achètent un HomePod. Chose qui n'est pas toujours aussi... Parce qu'on peut vraiment... On voit la différence quand on joue avec ces réglages-là dans le son. C'est instantané et c'est une latitude de personnalisation qui n'est pas nécessairement permise non plus par d'autres enceintes concurrentes, d'autres marques. Et même Alexa. D'ailleurs, Alexa a des nouveaux produits dont on pourra parler bientôt, dont une enceinte Spot qui ressemble un peu à ça. Mais bref, la compatibilité du Sonos, c'est dur à battre, évidemment, avec tous les services musicaux. Ils ont aussi une radio Sonos qui permet de créer des listes, des stations, tout ça. Ils ont une version radio HD à laquelle on peut s'abonner. Il y a une période d'essai gratuite, mais il faut payer ensuite une mensualité parce qu'on vit dans le monde des abonnements, n'est-ce pas? C'est une société par abonnement qu'on est en train de créer ces jours-ci. Qualité sonore, pas grand-chose à dire contre le Sonos. La puissance, surtout, est tellement forte. Je cherchais la fiche technique. Sonos ne l'affiche pas. Ils ne disent pas combien de watts l'appareil possède en termes de puissance brute, mais on a 6 haut-parleurs intégrés, un gros driver, un gros haut-parleur frontal, nécessairement, et des enceintes qui font le tour de l'appareil, qui projettent du son selon le concept du Dolby Atmos, mais qui ajoutent aussi à la puissance et à la richesse. Et même à 100% de volume, le son est tellement fort que vous allez avoir mal aux oreilles. Donc, allez-y pas, mais à 100% de volume, il n'y a à peu près pas de distorsion. Souvent, les enceintes plus ou moins abordables, bon marché, on va l'entendre, on va entendre certaines fréquences grichées, on va perdre, ou la base va être trop forte, ou des fois comme ça. C'est hyper linéaire, le volume sur cet appareil-là, jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment un appareil bien ficelé, solide.
qui se vend comme tel et qui se tient évidemment d'un seul côté à l'horizontale, mais on peut aussi acheter un pied pour le surélever si on veut. Je ne me rappelle pas du prix là, du pied, mais c'est évidemment moins une centaine de dollars de plus. Et puis, Et on je peut ne me aussi trompe créer... pas, c'est une connectique standard, si je ne m'abuse. C'est Mhm. la prise, c'est une vis de Ouais, trépied c'est la de fameuse caméra, vis. si je ne En fait, m'abuse. c'est une paire de vis dans son cas. Voilà. Mais on peut, effectivement, il existe des normes pour ça si on a déjà des pieds qui fonctionnent avec ça. J'ai oublié ce que j'allais dire quelque chose de différent. Ah oui, c'est ça, on peut créer une paire stéréo si on en a deux. Oui, oui, Évidemment, là, c'est une oui. paire à Oh 1200$, oui. là, c'est vraiment un autre genre de budget, mais ça double la puissance nécessairement et c'est comme stéréo pour facilement le jumeler à une télé, entre autres, parce que ça devient une seule sortie sonore, en fait, pour l'appareil de votre choix. Là, ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo. Et puisqu'on parlait d'écosystème Apple, on peut utiliser les enceintes Sonos par AirPlay comme sortie audio pour un Apple TV. Donc, les gens qui ont un système un peu branché, on peut le faire aussi avec... je ne sais pas si on peut le faire avec les produits Roku et les produits Fire TV d'Amazon, mais Hmm. je pense que certains systèmes Roku ont le protocole AirPlay. Je ne sais pas s'ils l'ont dans l'autre Oh, sens, ça pourrait être mais ça très, devient très un système intéressant à qui tester. remplacerait une barre sonore. Parce que souvent, les barres de son, Oui, ça coûte 1000 ben oui, anyway. ben Donc, ça, oui. ici, on a une paire d'enceintes. On peut en prendre juste une. On peut faire tout ce qu'il faut avec juste une Mhm. enceinte, mais si on veut pousser un peu plus loin, on peut faire effectivement une paire stéréo. Évidemment, ça coûte plus cher, on se comprend. C'est d'ailleurs son principal défaut, le prix. S'il était 150 de moins, ce serait tout un coût de la part de Sonos. Les capacités de fonctions connectées sont extrêmement limitées. Évidemment, c'est pas un cerveau pour votre maison connectée. Il y a la Mhm. capacité de commander Alexa ou l'assistant Google à même l'enceinte pour Oui. régler certaines choses, évidemment, plus idéalement associées à la musique, mais aussi plus largement. Mais c'est pas fait pour être le point de contrôle de vos Ouais. serrures, vos lumières et tout ça. Ouais. C'est vraiment pas ça l'objectif. La reconnaissance vocale est quand même correcte. Là, si on parle de musique, tout ça, les deux commandes vocales, incluant celle de Sonos, parce qu'elle a sa propre commande vocale Oui. aussi, Ouais, qu'on peut comprennent assez bien le franglais québécois, là, parce que souvent, on veut en parler en français, puis on demande des noms de chansons en anglais, donc ça devient un peu compliqué pour les systèmes qui sont unilingues, mais on a un peu corrigé ça là, chez Amazon et chez Google, donc ça, c'est pas un problème. Je vais vous dire, le son spécialisé, la musique spécialisée, là, cassez-vous pas la tête avec ça. C'est bien beau, puis c'est le buzz de l'année, là, mais si vous cherchez absolument à avoir de la musique spécialisée à 100%, ça vous prend genre 30 haut-parleurs dans une pièce répartis en 360 degrés de façon complètement folle. Calmez-vous. Le son Atmos est le fun dans la pseudo-ambiophonie que ça crée pour de la vidéo. Si vous regardez un film, puis vous voulez un film surround, puis vous voulez pas avoir les 5.1 haut-parleurs avec le caisson, ça peut faire la job si votre pièce est bien faite. Mais si moindrement votre pièce est trop grande ou on perd beaucoup de l'environnement sonore là, que ça crée. Donc, je vous dirais, faites-en pas une priorité. Sonos vend aussi les Era 100 beaucoup moins cher, qui est une version plus réduite de ces enceintes-là, qui probablement, dans la plupart des cas, va faire la job suffisamment pour une fraction du prix là, pour la musique dans une pièce et tout ça, parce que ça vient assez fort, puis ça vient... Toute la maison va l'entendre, votre musique, si vous l'écoutez avec ces Ouais. Mais la enceintes-là. RA100 se combine bien. Comme c'est moins coûteux, si tu veux faire une paire, moi j'achèterais 2 RA100. Voilà. Comme ça, tu as une belle paire stéréo. Si tu veux un appareil qui va te donner de la spatialisation, du moins un effet stéréo intéressant avec un seul haut-parleur, tu prends le RA300. Je l'ai Mhm. essayé moi aussi, il faut que je le dise. Moi, si la spatialisation, honnêtement, j'ai pas trouvé la façon d'entendre une chanson et d'être certain qu'elle était spatialisée volontairement, Ouais. mais j'ai été super surpris de redécouvrir des chansons que j'aime beaucoup. Les chansons sont plus aérées. Je ne sais pas comment le dire, mais on dirait que tu as la batterie autour, tu as le rythme autour, tu as les bruissements au centre, tu as le chanteur qui est plus présent, tout est plus aéré versus un seul haut-parleur qui garoche tout. Et j'ai Mhm. trouvé ça extrêmement agréable. Ouais. J'écoutais ça, j'étais comme « wow, Ben, la façon wow ». de savoir si on écoute de la musique spécialisée, c'est quand on va dans l'application, c'est écrit Dolby Atmos. Voilà. Mais tu vois, Quand il faut regarder si c'est effectivement c'est ça qu'on ça. entend, c'est parce que c'est peut-être pas Exactement. nécessaire de miser là-dessus comme un incontournable, Exactement. mettons. Il Je faut vais le dire ça comme ça. trouver, puis il faut ensuite que ça Ouais. s'affiche, puis il faut que ce soit compatible, que ce soit bien diffusé. Mais je veux dire, combien des gens ont dit dans les collègues américains, là, et je l'ai écrit aussi déjà, mais je vais vous le dire vocalement, là, c'est certainement la meilleure enceinte connectée que vous pouvez acheter en ce moment, la RA300. Oui. Malheureusement, son prix est trop élevé. Donc, si elle avait été moins chère, là, ça serait
le deal de l'année, mais là, clairement, à ce prix-là, je pense que ça s'adresse à une clientèle qui a vraiment le goût de se distinguer avec Ouais, mais une quand enseigne tu qui est quand même veux. assez costaude aussi. Là. Après, un bel espace, Oui. c'est 2 gros dictionnaires un sur l'autre là, qu'on a besoin d'avoir comme espace pour installer ça sur une tablette. Donc, ça vous prend aussi une tablette assez solide, merci. Et les jeunes qui se demandent, c'est quoi un dictionnaire? Ah, c'est un gros, gros livre. C'est un C'est une gros, boîte à gros livre. chaussures. C'est une très grosse boîte à chaussures en termes de Voilà. volume, Puis là, les mais plus c'est jeunes qui lourd se comme demandent, mais c'est quoi un livre? 2-3 briques. Là. C'est quoi un livre? C'est quelque chose que vous pouvez probablement écouter en version audio sur un Sonos Era 300. Un livre À travers audio. un service comme Audible ou peut-être d'autres choses. Mais Sonos Era 300, 560 malheureusement. C'est juste le seul défaut qu'elle a. Sonos.com, allez-y voir. Évidemment, il y a d'autres produits Sonos plus abordables, mais celui-là, c'est la nouveauté. Et je comprends l'engouement pour l'avoir essayé assez régulièrement avec de la musique. Si vous aimez la musique de qualité, évidemment, il y a possibilité de vous faire convaincre d'acheter un système à 3 000, à 4 000, à 5 000 mais vous pouvez aussi, avec une enseigne comme ça, c'est un bon point de départ. Ce que j'aimerais de Sonos, c'est qu'il fasse une Era 300 édition extérieure qu'on puisse mettre sur la terrasse l'été. Oh, c'est Résistante à, probablement, à la oui. pluie, aux intempéries, qu'on Ben puisse oui. avoir une petite ambiance de terrasse des fois. Ben Je suis oui. pas mal certain qu'il y a une couple de microbrasseries, de bars et de restaurants à Montréal qui seraient d'accord avec moi là-dessus. Mais on en reparlera un autre tantôt. Ben oui. Est-ce qu'on Parce que ça fait remercie le nos tour. partenaires, Alain? Oui, monsieur. Vas-y, Pascal. Plan Hub, TELUS, Jura, merci beaucoup. Grâce à vous, on boit du bon café, on a une bonne connexion réseau et on a une bonne connexion réseau à bas coût. Le groupe C23, le groupe Cogeco, hein, qui diffuse et distribue notre podcast. Merci beaucoup. Entre autres avec C'est quoi ou le 98.5. Claude Hébert à la mise en onde. Alain McKenna, je te salue. Tu es partout. Tu es dans le devoir. Tu es dans Branchez-vous. Tu es dans mon cœur. Et moi, Pascal Forgette, qu'on peut trouver sur pascalforgette.com. Amusez-vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Yes, merci Pascal d'avoir été avec nous comme à chaque semaine et à tous vous autres qui ont, ma phrase est mal partie, et à vous tous, oui voilà, parce que c'est le niveau de langage qui n'est pas le même. Donc merci à vous tous de nous écouter ou de nous regarder. Nous sommes, vous le savez, sur toutes les plateformes numériques que vous pouvez imaginer où on peut être. Donc si vous nous regardez, vous voulez nous écouter, il y a possibilité de faire le switch et inversement aussi. Sinon, on vous dit bonne fin de journée. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Entre-temps, faites attention à vous. Et à la prochaine. Bye bye. À la prochaine.